Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 2 mars. Une quotidienne aujourd'hui habillée aux couleurs vert, puisqu'on s'y intéresse d'un côté avec la conférence sensibilisation sur la biodiversité qui aura lieu à Prangin, mais aussi grâce au festival du film vert qui est de retour avec une programmation toute belle, toute fraîche, toute verte. Enfin, on recevra également en sport Candide Pralon, de retour des Jeux Olympiques. De ton côté, Alexandre, grand sportif pour toi aussi aujourd'hui. Où est-ce que tu nous emmènes ? Salut Andrea, eh bien, je suis à la patinoire temporaire de Gland avec Séverine Badan. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui est la responsable de cette patinoire éphémère qui va bientôt fermer à la fin de la semaine. Et donc, on va se préparer avec Séverine pour le gala de clôture du 4 mars. Es-tu prête, Andrea ? Moi, je suis prête et je suis prête à voir tes figures, Alexandre. Ça promet. À tout à l'heure. La commune de Prangin souhaite toujours plus sensibiliser les habitants à des actions en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Jeudi 3 mars, vous êtes conviés pour une conférence, mais aussi des discussions avec le biologiste Nicolas Amann qui est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Avec nous également Virginia Chop. Vous êtes responsable du service environnement pour la ville de Prangin. Bonjour Virginia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, dites-nous déjà quel est le but de cette conférence ? Alors en fait, donc, comme vous l'avez dit, on a un programme de subvention pour la biodiversité qui est rentré en vigueur au 1er janvier de cette année. Et en fait, pour pouvoir présenter ce programme et aussi, de façon importante, sensibiliser la population à la biodiversité, aux actions que les gens peuvent mettre en œuvre chez eux, on a la chance d'avoir un conseiller technique qui nous accompagnera demain lors de cette conférence. Ouais, ça passe par des gestes tout simples, on a envie de dire, Nicolas, mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça ? Et surtout, comment convaincre la population de le faire ? Parce qu'on peut se dire finalement, pourquoi les autorités nous disent aujourd'hui, tiens, mets un nid devant ta fenêtre ? Alors, simple, ça l'est, parce que déjà, pour augmenter la biodiversité dans les jardins, il suffit parfois juste d'extensifier l'entretien, de diversifier les surfaces. Et donc, en ce sens, la commune de Prangin propose un programme incitatif de soutien pour mettre en place des aménagements qui sont favorables à la biodiversité. Il y a notamment tout un volet qui concerne le remplacement d'espèces horticoles ou d'espèces exotiques envahissantes par des espèces indigènes. Et ce sont ces espèces qui profitent le mieux à notre faune et notre flore locale. Et donc, en ce sens, les mesures sont vraiment très simples. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands jardins pour faire des aménagements et des conversions qui sont favorables à la diversité. Ouais, Virginia Chop, on connaît la sensibilité, en tout cas pour la commune de Prangin, d'aller toujours plus vers le vert. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle des autorités de sensibiliser la population à ces questions-là ? Je pense que c'est un rôle essentiel. En fait, effectivement, la municipalité, la commune peut mettre en place des choses sur son territoire, ce qu'elle fait déjà depuis quelques années. Mais en fait, elle a aussi un rôle important, je pense, à sensibiliser la population. Et dans le cadre de notre programme, effectivement, avec des incitations financières qui permettent peut-être de faire le petite étape supplémentaire, parce qu'effectivement, il y a des coûts pour les privés, mais toute action va faire une différence. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Ça veut dire que, par exemple, la population est remerciée et puis qu'on la paye si elle a les bons gestes ? Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt en fait, l'idée, effectivement, les gens, il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect effectivement financier où ça leur donne le petit coup de pouce de se dire ok, j'y vais, j'ai un soutien, je fais la démarche. Et puis il y a peut-être aussi l'accompagnement technique dans le cadre en fait, des critères d'octroi qui sont mis en place et effectivement aussi dans le cadre de notre conférence qui aura lieu demain. Ouais, Nicolas Amann, j'ai trouvé une photo sur le site de la ville de Prangin. Peut-être que Virginia, vous pouvez nous dire d'où elle vient déjà. Un mot, on la voit là à l'écran. Vous l'avez peut-être préparée ? Alors, Rando à Rome, ce qui est à Rome, effectivement, on l'a préparé dans quoi ? Disons que c'est la commune de Nyon qui généreusement nous a mis à disposition le travail qu'elle avait fourni, qu'on a pu adapter aux couleurs de Prangin. Mais donc ce travail avait été initialement fait par Nyon, mais on l'a utilisé aussi pour sensibiliser la population. Et effectivement, c'est très visuel parce qu'on voit toutes les actions qui peuvent être faites, comme M. Amann a dit, des petites actions ou les plus grandes en fonction de la taille des jardins de chacun. Mais ouais, voilà qui est beau, on rend à César sa place et puis on garde des bonnes ententes entre Nyon et Prangin. Ça passe pas dans effectivement, ça tombe pas dans c'est une collaboration, il ne faut pas réinventer le travail d'autres. Disons que c'est des travails techniques qu'on réutilise, mais à bon escient et pour soutenir notre commune. Ce qui est intéressant peut-être, Nicolas, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des villes peut-être de la région qui sont des bonnes élèves en termes d'environnement ?
Oui, il y a une grosse sensibilité aujourd'hui à plus végétaliser, arboriser les jardins, essayer de gérer les eaux à ciel ouvert, favoriser les espèces indigènes. Et il y a des villes comme Nyon, comme Prangin. C'est assez nouveau d'avoir un programme incitatif pour les privés. Il y a beaucoup de subventions, de systèmes incitatifs pour la zone agricole, la zone forêt, mais en milieu bâti pour les espaces privés. C'est assez nouveau d'avoir des programmes incitatifs qui visent à éradiquer finalement les espèces envahissantes et à proposer des aménagements favorables à la nature et à la diversité. Ouais, maintenant qu'on a cette photo, qu'on sait d'où elle vient, on va en profiter. On va profiter aussi de votre expertise. On voit là des choses toutes bêtes qu'on peut faire, des autocollants par exemple, Oui. des bouts de bois à placer. Commentez un peu ce qu'on voit là. Alors, donc, ce qui peut être intéressant quand on aménage des jardins en faveur de la nature, c'est d'essayer d'extensifier certaines zones. Donc, mettre en place des surfaces de prairies au lieu d'avoir partout des gazons qui sont tondus ras. Si on extensifie l'entretien de ces surfaces de prairies, on a une plus grande diversité floristique et tout un cortège d'espèces qui vient dedans. On peut mettre en place des microstructures. Donc, on voit qu'il y a des tas de bois, des mûriers, il y a un tas de compost. Donc, ces microstructures, elles sont très favorables, notamment aux micro-mammifères, par exemple, ou aux reptiles, comme les lézards. Et puis, donc, on voit qu'il y a sur le bâti pas mal d'actions qui sont faites en faveur de la diversité. Donc, soit avec des dispositifs qui visent à éviter la collision au niveau des fenêtres, ou alors la mise en place de nichoirs, que ce soit des nichoirs à martinets ou à hirondelles. On voit aussi sur les ceintures extérieures du jardin qu'on peut mettre des arbustes qui sont conduits en forme libre, donc plutôt que des haies de thuya ou de laurel entretenues de façon très architecturée. Et puis, donc, on a aussi une mare. Donc, dès qu'on peut, dans un jardin, aménager un petit biotope, un plan d'eau, c'est tout de suite une source de grande diversité, donc tant au niveau des batraciens, mais aussi des libellules, et puis tout le cortège d'espèces qui va venir profiter de cette mare. Ouais, enfin, si vous avez pu donner, et si vous devez donner un conseil à la ville de Prangin en termes peut-être d'infrastructures, de construction de bâtiments, à quoi est-ce qu'elle doit faire attention aujourd'hui ? Il faut faire attention, lorsqu'il y a une construction de parcelles, à garder suffisamment d'espace et de sol de pleine terre. Donc on essaye aujourd'hui dans les projets d'aménagement de garder au moins 50% qui sont dédiés à la végétalisation et au moins 30% à l'arborisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup des îlots de chaleur. On veut faire des plans canopés, augmentant l'arborisation. Et donc pour ça, il faut des surfaces de pleine terre. Et donc bien souvent, c'est ce qui fait défaut. Donc il faut essayer de limiter l'emprise du bâti pour laisser plus de place à la nature et la diversité. Ouais. Intégrer la nature quelque part dans le bâti, lui redonner aussi une place et le faire naturellement. Nicolas Virginia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à la maison, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à suivre cette conférence le jeudi 3 mars. Très belle journée à vous. On retourne sur la patinoire avec Alexandre, ça vous tente ? Oui, merci. Avec quelle figure est-ce qu'on peut lui demander ? Un salto arrière. Salto arrière, bon, Alexandre, allez, c'est parti pour un salto. C'est à toi. Bon, alors c'est parti pour un salto. Non, pas tout de suite. C'est gentil, mais on va y aller tranquillement. Voilà, on est à l'échauffement. Donc, je suis toujours en compagnie de Séverine Badan, qui est la responsable de cette patinoire temporaire de Gland. Je l'ai dit, qui va bientôt fermer à la fin de la semaine. Donc, il reste encore quelques jours pour profiter, contrairement à Nyon où la patinoire est déjà remballée. Séverine, c'est le moment justement de faire un petit bilan de cette saison de patinoire ici. Comment ça s'est passé ? Il y a eu du monde, ça s'est bien passé ? Alors ça s'est super bien passé parce qu'on a eu du monde pendant le public, on a eu du monde aux soirées privées, on a eu du monde pendant les moments de hockey. Donc c'était bien rempli cette année. D'accord, et il n'y avait pas, vous nous disiez hors caméra qu'il n'y avait pas spécialement de mesures sanitaires sur la glace, hein ? Non, parce qu'on a une installation extérieure, donc il n'y avait pas de mesures plus que ça. Donc ça tout aidait, le monde pouvait venir, voilà. Alors vous disiez, forcément, les familles, les amis qui viennent profiter de cette patinoire, mais il y a aussi des cours, parce que vous-même, vous donnez des cours privés et collectifs. On peut apercevoir derrière nous, Andrea, les élèves de Séverine qui s'entraînent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur cette patinoire, en fait ? Alors, si on parle des cours, il y a des gens qui viennent apprendre à glisser, il y en a d'autres qui viennent plutôt apprendre à faire des fades artistiques, à faire des sauts. Ouais. Et tout au long de la saison, ils progressent. Ouais. Et vous, votre travail de responsable de patinoire à Gland, ça consiste en quoi ? À beaucoup de choses, parce qu'il faut s'occuper de la qualité de la glace, que la glace soit toujours prête à accueillir le public. Ça consiste aussi à s'occuper du restaurant, la location des patins. Ouais. Voilà, c'est très polyvalent. Et puis ça fait 8 ans que vous vous occupez de cette patinoire. Absolument, oui. Ouais. Et les cours alors, du coup, essentiellement pour des jeunes, ou bien est-ce qu'il y a aussi alors c'est pour tout âge. Ouais. Et puis même l'apprentissage de la glisse, c'est même pour les hockeyeurs. D'accord. Il reste encore quelques cours là que vous allez donner avant la fin de la semaine ? Oui, alors il reste encore ce soir, samedi matin et dimanche matin. Donc encore un peu de travail. C'est ça. Avant justement le fameux gala de clôture de cette patinoire. Alors ce sera ce vendredi 4 mars. Oui. C'est à partir de quelle heure et qu'est-ce qu'on va y faire ?
Alors, justement, on a monté des petites chorégraphies, on a monté un spectacle pour montrer aux parents les progrès qui ont été faits pendant la saison. Ouais. Donc, on va mettre tout ça en musique et en lumière avec la boule à facettes que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, la boule à facettes est prête à accueillir les patineuses et les patineurs ici. Voilà, donc tous les groupes vont présenter quelque chose et les plus avancés auront des solos, des duos. Ouais. Et puis, c'est vendredi de 19h à 20h. De 19h à 20h. Voilà, puis après, on enchaîne avec la disco. D'accord. Donc, on peut danser sur des patins? Exactement. Ah bon? Ok. Alors, je ne sais pas si je serais très à l'aise. Bon, franchement, Séverine, dites-moi honnêtement, je me débrouille comment là? On fait juste des petits tours de patinoire, mais ça va? Je suis stable? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est un bon début, encore un petit peu d'équilibre, mais sinon, c'est un bon début. Ah, comment je fais pour trouver mon équilibre, justement? Parce que là... Alors, quand on patine, on n'est toujours que sur un seul patin à la fois. Donc, il faut apprendre à mettre son poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre. Ah bah, très bien. Bon, Voilà. alors, Ça va déjà mieux? Oui, ça va déjà mieux. Voilà, quand j'écoute les conseils, effectivement, voilà, le poids sur une jambe, le poids sur l'autre. Exactement. Bon, j'ai quelques jours encore pour m'entraîner avant de venir danser sur les patins ici à Gland le 4 mars. Merci beaucoup, Séverine, de nous avoir accueillis ici. Bien. Et puis, très bonne fin de saison de patinoire. Ça marche. Voilà, Andrea, je vais m'entraîner encore un petit peu, je vais faire quelques tours et puis on va essayer quelques figures. Voilà. Oula, attention Alexandre, garde toutes tes dents parce que sinon je vais m'en inquiéter. Bon, je t'avoue qu'en plateau, il y a un petit peu d'animation puisque derrière ça parle écologie, ça parle vert, pas de souci, mais faites seulement. On va donner la parole à Candide Pralon puisque vous êtes de retour des Jeux Olympiques. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Une 22e place en solo. Je sais que vous n'en êtes pas vraiment satisfait, mais bon, félicitations parce que je trouve que le parcours déjà extraordinaire. Vous nous avez ramené un petit quelque chose puisque en délégation suisse, vous êtes arrivé en 7e position. Et puis là, vous avez eu un petit cadeau. Montrez-nous déjà. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, je suis content de mes résultats, surtout en individuel avec 2 22e places. Mais le relais, c'était une course qui comptait beaucoup pour la Suisse, pour Swisski. Et puis, on a terminé la 7e place. On espérait même mieux que la 7e place. Je pense que ça aurait été possible de faire mieux. Mais je suis quand même content de revenir avec ce... Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Ces diplômes, ouais. Bravo. Sous les applaudissements du public, mesdames et messieurs. Merci. Candide Pralon, c'est vrai qu'on a vu des images très dures de ces Jeux Olympiques où des athlètes étaient en pleurs. Pourtant, vous, ce n'est pas du tout l'expérience que vous en gardez, le souvenir. Comment vous le résumez? Non, les Jeux Olympiques, pour moi, c'est toujours... Quand j'étais gamin, c'était un rêve d'enfant. Et je pense que ça doit rester un symbole d'un événement qui fait rêver, en fait. Où il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se mélangent. Et puis, j'espère que des gamins devant la télé se sont mis à regarder, les ont motivés à faire du sport, à bouger. Et puis, c'est comme ça que je vois les Jeux Olympiques. Et je les ai vécus aussi comme ça, parce que j'y suis allé pour faire un bon résultat, j'y suis allé pour donner le meilleur de moi-même. Et puis, au final, j'en garde que de positif. Les résultats étaient assez bons, l'ambiance était bonne. Et puis, on a passé vraiment une quinzaine incroyable, quoi. On a vécu des moments et des émotions folles. Et moi, je fais du sport pour les émotions. Et là, pour le coup, on était... Vous étiez servi. Voilà justement des images. Racontez-nous peut-être un peu, là, qui est-ce qu'on a vu à vos côtés? Sur ces courses, on voit déjà qu'il faisait assez froid, d'ailleurs. Mais au final, un sport d'hiver, donc on savait à quoi s'attendre, qu'il allait faire froid. Et puis, les conditions n'étaient pas faciles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de froid. Alors, on est censé être habitué à ça, mais c'est vrai que ces dernières années, on était plus habitué à des températures printanières qu'à des températures comme il y a eu à Pékin cette année. Ouais. Mais ça fait partie du sport. On sait qu'on fait un sport d'extérieur, que c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, je me dis chaque fois, même quand je commence à me plaindre, je me dis, mais c'est la même chose pour tout le monde, en fait. S'il fait froid pour moi, il fait froid pour les autres aussi. Et puis voilà, je garde vraiment un très bon souvenir. Un mot sur la compétition, parce qu'on sait que les échanges étaient très limités, finalement, pas beaucoup d'échanges aussi entre les sportifs. Comment vous l'avez vécu, cet aspect-là? Je dis pour ma part, j'ai vraiment été là-bas pendant 3 semaines pour faire les meilleurs résultats possibles et c'était vraiment mon but numéro 1. Après, c'est clair que les jours de pause, j'aurais bien aimé pour avoir plus de contact avec d'autres sportifs, pour aller voir d'autres compétitions. Mais là, ma foi, on était dans notre bulle, en fait. On essaie de voir le moins de monde possible et puis c'était aussi un peu dans notre intérêt de ne pas prendre, entre guillemets, risque d'aller voir à gauche, à droite. Donc... Non, en fait, ça fait partie de la vie d'un sportif d'élite où on est vraiment focus sur notre truc. Et déjà, en 2018, quand j'avais participé, je me suis rendu compte par après, je me suis dit « Ah, mais j'aurais peut-être dû aller voir d'autres choses, faire plus de connaissances avec d'autres sportifs, etc. » Mais encore une fois, cette année, j'étais tellement dans ma bulle à vouloir faire les meilleurs résultats possibles que
Ouais. que je ne Donc, regrette pas quelque d'avoir. part, cette bulle qui vous était obligatoire, finalement, elle vous a été bénéfique parce qu'elle vous a permis de vous concentrer, c'est ça? Oui, on sait très bien que c'est un peu. On a envie de vivre l'événement, on a envie de prendre le positif de l'ambiance olympique, mais d'un autre côté, on sait que si on va trop se distraire, aller voir plein de choses à gauche, à droite, on va perdre de l'énergie, entre guillemets, inutile. C'est pas inutile parce que ça restera des souvenirs incroyables dans la tête, mais on se prépare pendant 4 ans pour un Jeux olympiques, donc quand on y est, on n'a pas envie de gâcher nos chances en faisant d'autres activités. Mais moi, ça ne m'a pas coûté en fait, d'être dans cette bulle et ça correspond assez à ce qu'on fait. Le ski de fond, c'est aussi un sport où on s'entraîne quand même 2 à 3 fois par jour, même aux Jeux olympiques, donc on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose et puis ça correspond un peu à notre quotidien. Ouais, une compétition en solo, mais aussi avec la délégation suisse, le fait d'amener aussi ces couleurs-là, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Non, c'était une fierté de pouvoir présenter la Suisse sur un relais, de pouvoir courir avec, je sais pas, c'est la dernière saison de Dario Colonia, et de pouvoir courir à ses côtés sur le relais, c'était... symboliquement, pour moi, c'était assez fort de me dire, j'ai toujours admiré ce qu'a fait Dario, là je peux courir avec lui dans la même équipe et de courir pour la Suisse. Quoi. Franchement, j'adore le sport, j'adore les émotions, et là, pouvoir courir le relais olympique, c'était fort. Quoi, ouais. Un mot pour la suite, Candide Pralon, avant de vous laisser partir, parce que ça continue. Demain, vous êtes de nouveau sur les routes, où est-ce que vous allez et quelle compétition? Alors demain, je vais me rendre à Oslo pour le 50 km d'Oslo. C'est une course une Coupe du Monde assez connue, la distance la plus longue sur la Coupe du Monde. Et comme j'aime bien ce genre de distance, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même à Oslo dimanche. Puis après, ça se poursuit avec une Coupe du Monde en Suède. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer en Suisse et finir la saison sur des championnats suisses. Ouais, et nous ramener encore quelques médailles, on l'espère en tout cas. Candide Pralon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À bientôt. Merci de m'avoir accueilli, merci. À présent, on s'intéresse à la 10e édition du Festival du film vert qui aura lieu du 10 au 13 mars à Nyon, à la ferme du Manoir, et du 11 au 13 mars à Rolles, au Casino Théâtre, et des projections qui auront lieu aussi à Burtigny. Le festival grandit et devient toujours plus grand. Une dernière édition en tant que présidente pour Flavie Scholz, qui passera le relais à Solène Frey. Les deux femmes sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Flavie, bonjour Andrea. Pourquoi partir ? Pourquoi partir ? Je reste Andrea, c'est sûr. Bien sûr que je reste. Moi, je m'étais engagée pour 3 ans de présidence au sein du Festival du film vert de Nyon. Et puis, j'ai une 4e année, j'aurai quand même la 4e édition là, en 2022. Que je fais finalement en coprésidence avec Solène, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble depuis octobre sur la programmation, sur toute la com, la logistique. Voilà, on est en plein dedans en ce moment. Ouais, alors on va parler de cette programmation d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. Mais Flavie, qu'est-ce que vous avez eu la sensation d'amener au festival de manière personnelle ? Oh, bonne question. Je ne sais pas, je pense que c'est difficile. On est une équipe, il y a une ambiance... spécial au Festival du film vert, on a plusieurs bénévoles et puis depuis que je suis là, depuis 4 ans, on a eu des éditions très particulières. On a eu une édition 2019 qui a très très bien marché et ça c'est une grande fierté pour moi parce qu'on a essayé de se développer, de présenter des activités un peu à côté du festival qui permettent de penser la transition écologique. Mais on a eu aussi l'édition 2020 et 2021 qui étaient très complexes puisqu'on était dans le contexte sanitaire du Covid-19. Et personnellement, moi, ça a été un vrai challenge de garder l'équipe solide pendant ces 2 années. Et pour moi, c'était aussi un succès de pouvoir continuer le festival, de rester debout et puis de présenter des documentaires qui me paraissent être essentiels aujourd'hui, encore plus qu'hier. Ouais, alors Solène, évidemment, vous faites cette année de transition ensemble, en passation. Mais qu'est-ce que vous souhaitez apporter de manière personnelle aujourd'hui au festival et peut-être de différent ? Alors, excellente question. Une des premières choses, c'est vrai que je voulais absolument faire, c'était amener le festival à la jeunesse, parce que les jeunes ne vont pas forcément acheter un billet pour aller voir des documentaires et des débats post-documentaires. Et donc, j'avais à cœur de faire des projections scolaires. Et là, pour le coup, cette édition, j'ai réussi à le faire, en fait. Donc, l'occasion a fait le larron parce que sur un des films, on a des intervenants de très très grande qualité, ce qui m'a permis de rebondir et d'organiser une projection scolaire. Donc je suis vraiment extrêmement contente de ça. 300 personnes. Voilà, 300 élèves qui vont bénéficier d'une projection avec une discussion et ça me rend très plaisir. C'était une des choses qui me tenait à cœur.
Ouais. Alors c'est un festival qui correspond parfaitement à l'actualité parce qu'on peut le rattacher aussi au deuxième rapport du GIEC qui porte sur les impacts. Un rapport qui est assez noir, négatif, qui finalement nous donne pas vraiment d'espoir pour l'avenir. Mais est-ce que c'est un échec pour le festival de voir qu'aujourd'hui des rapports comme ça sortent et qu'on n'a rien pu faire pour changer les choses? Ce n'est pas un rapport négatif, c'est un rapport réaliste avant tout. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Ce rapport, au contraire, il est là pour nous rappeler ce vers quoi, enfin voilà, l'état du monde et les scénarios futurs. Ces scénarios, ils sont connus depuis très longtemps. Donc ce rapport du GIEC, il vient juste appuyer ces scénarios qui existent depuis les années 70. Aujourd'hui, au contraire, grâce à ces rapports qui ont un impact aussi au niveau média, on a plus de poids pour parler de ces questions-là. Ouais. Et pas que sur une partie de la population, c'est-à-dire que tout le monde maintenant est au courant qu'on va vers de multiples crises climatiques, énergétiques, et qu'il faut pouvoir se préparer à cela. Et c'est ça qui est génial dans ce rapport, c'est qu'ils apportent aussi des solutions. Alors, je ne vous conseillerais pas de le lire parce que c'est beaucoup de pages, mais en tout cas, s'il vous plaît, allez voir les articles dessus, des résumés, etc. C'est passionnant parce que c'est notre avenir. Ouais, et peut-être aller voir justement le Festival du film vert qui, lui, n'est pas du tout défaitiste aujourd'hui dans sa programmation, qui propose justement des solutions. Oui, en fait, alors c'est vrai, le rapport nous indique que les choses arrivent plus vite que prévu. On est en 2030 pour 1,5 degré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les mesures d'atténuation, elles sont toujours multi-bénéfices. Il y a beaucoup de synergies, en fait, et chacun peut vraiment faire quelque chose. Et là, dans la programmation 2022, ce qui est intéressant, c'est que chaque film, on a pris le parti, en fait, de choisir, en fait, une programmation où chaque documentaire suit des gens qui font ce pas de la transition, avec justement ces synergies et ces bénéfices multiples, non seulement en termes d'atténuation, mais finalement aussi en termes d'adaptation, parce que il faut être réaliste, comme disait Flavie. Et chaque film nous montre un chemin comme ça, ce qui donne en fait tout simplement la possibilité aux spectateurs de se rendre compte que c'est possible, ça fonctionne. Ouais. Et en tant que festival, Solène, est-ce que vous n'auriez pas envie, parce qu'on a vu tout à l'heure des mesures qui sont faites ici chez nous, comme à Prangin, on l'a cité tout à l'heure, mais peut-être d'inclure aussi les citoyens et puis d'amener peut-être des équipes pour les filmer et puis filmer ce qui se passe aussi chez nous? Ah oui, alors totalement. Alors moi, je pense qu'effectivement, là, je rebondis aussi sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec Prangin, effectivement, inclure les communes, inclure les initiatives citoyennes, les initiatives municipales, essayer de chercher tous les moteurs, en fait, et mettre tout ce petit monde ensemble, ça me paraît essentiel. Ouais. Faire un festival, c'est bien, mais encore plus si il y a ensuite des conséquences. Flavie Scholz, les temps forts de ce festival, ce seraient lesquels? Ah, les temps forts, tout le temps. Ce sera très fort, très intense. On ne choisit pas, on prend tout, c'est ça? Cette année, il y a 8 documentaires, donc vous pouvez venir voir les 8. Ouais. On a pris des documentaires qui nous paraissaient essentiels. Donc, comme disait Solène, on a des documentaires pour expliquer la transition écologique, donner envie. Ce sera samedi que vous pouvez aller voir 3 documentaires spécialisés justement sur la transition écologique. Et puis, on a aussi des documentaires sur la biodiversité. Et là, ce sera dimanche. On a plus de 3 autres documentaires sur ces questions-là. Alors, c'est sur la question des semences. Également la nature, la beauté de la nature avec Lynx, que je conseille vraiment d'aller voir, qui est un magnifique film l'après-midi. Et puis il y a un autre film qui est excellent dimanche, donc toujours sur la question de la biodiversité, mais qui va un peu plus loin, qui est un peu plus méta. C'est One Earth, Everything is Connected, et qui est présente. On fait un tour du monde en fait des diverses connexions qu'il y a entre les systèmes. Alors ça paraît un peu conceptuel comme je dis là, mais on voit malheureusement la guerre en Ukraine en ce moment. Ça devient tellement complexe. C'est des enjeux qui sont sur plein de domaines. Et c'est difficile de comprendre ça, en fait, d'avoir une vue globale. Et ce film, je trouve que... alors, évidemment, il parle d'énergie, il parle aussi de biodiversité. Le but sera de parler à tout le monde, pas seulement aux spécialistes, pas seulement aux géopolitiques, mais d'inclure aussi toutes les citoyens, j'imagine. Voilà, exactement. On a le lien, en fait, entre les différentes thématiques autour de la transition écologique. Tout ça, c'est à voir lors du Festival du film vert. Vous avez le choix à la maison, que ce soit Nyon, Rolle, Burtigny aussi. Et tout le programme est sur Internet. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on peut le montrer. Allez, bonne journée à vous. Merci Andrea. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme et à demain.